Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine où on va continuer comme toujours à mettre en lumière le symbolisme planétaire au travers des mythes, au travers des archétypes, fortement inspirés par la vision jungienne de l'astrologie. Alors, il faut savoir que cette semaine, on est en présence d'une pleine lune en taureau, à 13 degrés du taureau, qui vient éclairer l'axe scorpion-taureau et quelque chose, justement pour reprendre l'approche jungienne, on va retrouver dans le symbolisme astrologique, vous pouvez imaginer d'ailleurs votre thème comme un mandala avec certaines dynamiques, certaines tensions, souvent représentées par les axes des signes, hein, Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, qui vont demander à être intégrés. Donc on retrouve un concept cher à Jung qui est la réconciliation des opposés. Et quelque part, vous pouvez voir que chaque pleine lune, chaque mois, vient mettre en lumière une tension des opposés quelque part dans notre thème en nous proposant non pas de nous polariser, mais d'arriver à voir comment on peut intégrer ces facettes qui semblent irréconciliables et comment quelque part le scorpion et le taureau sont irréconciliables. Ben là, on peut même déjà trouver certaines approches ou symboles chez les anciens. La lune se trouve exaltée dans le signe du taureau. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la fécondité, c'est là où on a l'abondance de la vie, l'abondance de la nature, la capacité vraiment aussi à fertiliser les sols, alors que dans le signe du scorpion, vous êtes dans un signe où la mort, la fin, la transformation, la métamorphose règne. Et quelque part, pour les anciens aussi, c'était une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, vous ne trouverez jamais aucune planète exaltée dans le signe du Scorpion, parce qu'on ne pouvait exalter une planète dans un territoire quelque part qui allait symboliser l'absence de lumière ou la fin de la vie. Mais donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, l'aspect très agraire de ce cycle, de cet axe taureau-scorpion, qui est là où on donne la vie, là où quelque part on la reprend, mais dans cette mort symbolique, qui peut être aussi des fois une mort littérale du scorpion, il y a quelque chose qui se transforme pour à nouveau contribuer l'humus et la matière qui va ensuite permettre au taureau de redonner forme. Donc, vous pouvez aussi comprendre cet axe comme un axe de l'impermanence entre le désir de sécurité dans le taureau et l'impermanence du scorpion. La forme est l'endroit où quelque part la forme se transforme, s'alchimise, hein. Et pour comprendre vraiment le symbolisme du taureau, on peut reprendre la notion des aires planétaires. Alors, les aires planétaires, souvent symbolisées justement dans l'œuvre de Jung par ce livre qui s'appelle Aion. Aion, ça signifie à la fois air, E-R-E, et éternité. Donc, il faut savoir que Jung s'est intéressé à l'astrologie dès les débuts de son œuvre. D'ailleurs, il y a une lettre à Freud où on peut retrouver euh, Jung qui lui dit le soir, lorsque je n'ai plus d'intuition sur mes patients, je dresse leur thème. Je pense qu'il existe vraiment une clé à comprendre l'astrologie. Et Freud lui dit, mais tu vas devenir mystique, fais attention, hein. Et Jung, pourtant, hein, une des filles d'ailleurs de Jung est astrologue, aura de cesse. Alors, c'est pas forcément ce qui a été le plus popularisé. On a plus retenu son approche de l'alchimie et comment les étapes alchimiques sont euh, un symbole ou une métaphore, on pourrait dire, du processus d'individuation. Mais il cherchait beaucoup à comprendre l'astrologie déjà comme une psychologie première, c'est-à-dire que c'était le savoir, on pourrait dire, des anciens de l'Antiquité sur l'âme. Et quelque part, on avait cherché, enfin, les anciens auraient cherché, c'est une des hypothèses de travail de Jung, du fondement de l'astrologie, hein, qu'il y aurait une projection quelque part de l'inconscient dans les étoiles, et petit à petit, avec la désacralisation du monde, la profanisation des choses, et puis quelque part ce manque aussi, hein, ce vide symbolique ou ce vide religieux, bah, les étoiles seraient tombées, donc les dieux seraient tombés et seraient allés dans notre inconscient. Vous savez ce qui a fait dire à James Hillman, qui est un néo-jungien, que les dieux d'avant sont nos névroses d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs assez fascinant parce que quand vous pensez qu'avant, on allait faire des pèlerinages, notamment à l'oracle de Delphes, et lorsqu'il y avait un problème, on nous disait, tu iras faire des offrandes à Jupiter. Quelque part, c'est un petit peu comme quand on vient en consultation astrologique, où on pourrait vous dire aussi, ah, il y a un excès de Jupiter, donc il va falloir faire une offrande ou intégrer
Jupiter d'un point de vue archétypal, qu'est-ce qui va représenter, qu'est-ce qui symbolise, et comment vous rentrez quelque part en relation avec cette figure extérieure à l'intérieur de vous. Et donc Jung a introduit, enfin c'est beaucoup intéressé notamment dans le livre Aion, alors qui est un petit peu compliqué, hein, comme toute l'œuvre de Jung à lire, je vous le reconnais, mais je pense que vous avez tous entendu parler qu'on serait dans l'ère du Verseau. Et en fait, cette notion d'air, c'est quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs dès Platon, qui s'appelait les moi platoniciens, qui seraient des grandes aires cosmiques. Et ce que Jung a voulu montrer, c'est que ces aires cosmiques marquaient la qualité du temps archétypal qu'on était en train de vivre en tant que collectif. Donc, vous savez que les aires vont en sens inverse, hein, c'est-à-dire on va vers l'ère du Verseau, mais avant, il y a eu l'ère du Poisson, avant l'ère du Bélier et avant l'ère du Taureau. Donc, c'est très intéressant de comprendre aussi la progression des ères, même pour comprendre certains signes. Donc, par exemple, l'ère du Poisson, vous allez retrouver tout le symbolisme du Christ et du christianisme avec ce que Jung a appelé la privatio boni, le bien, c'est l'absence de mal, et quelque chose qui était très lié à cette dualité, et que l'ère du Verseau serait symbolisée par le porteur d'eau. Le porteur d'eau est un humain. Alors, il faut savoir aussi, par exemple, que dans les mythes, pardon, je refais ma vidéo en vous donnant encore plus de détails, mais c'est pas grave, je pense. Euh, le porteur d'eau avant était une figure divine, et puis petit à petit dans la mythologie, hein, c'est venu Ganymède, et c'est devenu un jeune homme. Et quelque part, il y a aussi ce symbole que l'ère du Verseau verra la réconciliation des opposés, mais que ça doit passer par la figure humaine. Donc c'est l'intérieur de nous. L'ère du Taureau, donc, qui est encore avant l'ère du Bélier et l'ère euh, du Poisson, elle va représenter les cultes matriarches. Et quelque part, quelque chose qui est assez fascinant, c'est que ces ères, elles sont très liées à l'étoile du Nord. Donc vous savez qu'actuellement, l'étoile du Nord, c'est Polaris. Mais lorsque le point vernal était dans la constellation du Taureau, donc ça remonte à 2700 à 2300 avant Jésus-Christ, l'étoile du Nord, c'était Draconia, pardon, le dragon céleste, qui était un symbole de la grande déesse, des mystères de la mort et de la renaissance. Et quelque chose qui est clé pour comprendre au niveau symbolique l'énergie du taureau, c'est vraiment son lien justement au symbolisme de la grande déesse. C'est un signe féminin qui est l'exaltation du monde lunaire, donc qui va nous parler aussi de ce règne où les cycles, le féminin, les déesses, hein, représentées toujours dans ces formes, étaient, j'allais dire, à l'apogée. Et puis petit à petit, lorsque les cultes matriarcales ont été remplacés, alors il y a certains livres que j'avais lus qui étaient assez intéressants parce que on disait vraiment que même d'ailleurs, je crois, c'était valable pour Aphrodite, qu'elle pouvait vraiment, elle n'utilisait que la semence des hommes pour se reproduire, et après, ils étaient un peu évacués. Et ensuite, on voit l'ère du bélier qui va symboliser vraiment le retour des héros solaires. Donc, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais il y a ce symbolisme très fort, par exemple, à l'oracle de Delphes, où Apollon va prendre l'oracle de Delphes, qui était avant un oracle qui appartenait à Gaïa, hein, où les Pythies, qui étaient les oracles, recevaient, certains disaient, des vapeurs de la terre, peut-être certaines, je ne sais pas si c'était certaines vapeurs qui leur permettaient de canaliser, j'allais dire, l'oracle et de donner des prophéties en lien avec justement la grande déesse. Puis petit à petit, l'oracle appartient à Apollon, figure du dieu solaire, et il y a quelque part comme ça une transition. Et ce que Demetra George avait beaucoup expliqué, c'est que lorsqu'il y a ces transitions entre les cultes matriarches et patriarches, donc de l'ère du taureau vers l'ère du bélier, ce qu'on va refouler dans l'inconscient, et donc on va avoir toutes ces déesses de l'ombre qui vont quelque part symboliser que la mort et la sexualité deviennent tabous. Et je trouve ça très intéressant puisqu'on est dans une pleine lune en taureau avec Vénus qui est dans les derniers degrés de la balance, qui s'approche, c'est-à-dire qu'elle est appliquante, pour avoir le terme précis, technique du jargon astrologique, à faire un carré à Pluton, et ensuite elle va passer dans le signe du Scorpion. Donc là, vous êtes vraiment quelque part dans une mise en lumière de comment on vient aussi peut-être récupérer une sagesse ancestrale oubliée, une sagesse ancestrale qui a été démonisée aussi,
Qu'est-ce que ça veut dire au niveau individuel? C'est qu'il peut y avoir une mise en lumière dans l'ombre de la lune en taureau des espaces d'insécurité, là où on a voulu quelque part remplacer cette sensation du taureau d'être soutenu par la grande déesse et donc par la vie, d'avoir confiance dans la magie des cycles, donc accepter les zones d'obscurité comme peut-être on pourrait se dire ce qui est en train de se passer dans le collectif, mais être guidé par justement un archétype planétaire en nous qui a cette capacité de se transformer, de se régénérer et de se sentir en sécurité dans cet inconfort de l'impermanence, de la transformation, de la mort et du changement. Et on en a été fortement coupé puisque on vient aussi d'un monde, quelque part, on pourrait dire, très linéaire, avec des objectifs, avec des attentes. Et c'est vrai que le signe du taureau, souvent, va nous faire construire une sécurité dans la matière, dans certaines relations, dans tout ce qui va nous donner l'impression quelque part qu'on maîtrise le monde de la forme, le monde du vivant, mais on a été coupé de cette connexion avec la Pachamama, Gaïa, la nature et la force quelque part de se sentir soutenu par elle. Et souvent dans l'axe taureau-scorpion, on va construire, comme je vous le disais, dans le signe du taureau, vraiment vouloir, vous savez, vous sécuriser dans un compte en banque, une relation dans ce qui est connu, dans une forme qui nous soutient et qui ne bougerait pas. Et toujours, vous avez l'énergie du scorpion qui part l'impermanence, la mort, la perte, une forme de détachement, mais quelque chose, vous savez, qu'on vous amène à transformer, va vous montrer que quelque part, toutes ces formes qui ont pu être contenus qui nous enferment aussi hein, dans une fixité. La fixité du taureau, c'est un signe fixe. Elle est vraiment liée à nos attachements matériels, à l'attachement aux possessions, mais aussi des fois à l'attachement à la forme d'une relation, à la forme d'un travail. C'est vraiment la sécurité du connu. Et on va voir que l'initiation qui est souvent provoquée par le scorpion nous invite à descendre dans des territoires très compliqués, c'est-à-dire pourquoi? Parce ils nous arrachent à l'innocence. Et là, vous pouvez vraiment utiliser pour l'axe taureau-scorpion le mythe des Perséphone et Déméter. Et vous savez, Perséphone, qui avant d'ailleurs de devenir Perséphone, puisque ça symbolise de la reine de l'invisible, c'était cette jeune fille innocente qui était vierge, qui cueillait des fleurs, qui était d'ailleurs dans un rapport fusionnel avec la mer, donc Déméter aussi symbole de la grande déesse, et qui est arrachée par Hadès, qui arrive avec sa cape d'invisibilité, parce que bien sûr, en plus, elle chiste, enfin, le propre de cet arrachement ou de ce rapt, c'est ce que souvent, c'est cette sorte d'irruption de certaines forces inconscientes auxquelles on ne s'attendait pas, qui vient nous arracher à notre innocence pour nous obliger à nous transformer, à aller peut-être pas perdre l'innocence. Vous savez, vous pouvez prendre aussi le conte de Barbe Bleue, c'est passer de l'ingénuité en gardant toujours la fraîcheur quand même du taureau et de l'innocence, mais en découvrant les mystères. Alors pour le coup, pour Perséphone, c'est l'initiation aussi à rencontrer des parties d'elle-même qu'elle avait oubliées, qu'elle avait refoulées. C'est la dimension aussi en lien avec sa sexualité, c'est sa force de vie, de transformation, c'est sa puissance de femme. Et on peut voir quelque part que les pleines lunes en taureau, avec cette lune exaltée, ce soleil en scorpion, Vénus qui s'apprête à rentrer aussi en scorpion, au carré de Pluton, ça peut être un moment de mise en lumière, justement, de où est-ce que j'ai construit des formes qui me sécurisent, mais qui quelque part m'empêchent d'évoluer. Et peut-être avant qu'un Hadès arrive dans nos vies, sous forme parfois d'un conjoint, sous forme parfois d'une situation qui nous arrache à l'innocence, on a peut-être cette invitation à réveiller en nous les Perséphones, les Lilith, toutes ces déesses de l'ombre, tout ce symbole aussi du serpent, de la transformation et de la mutation. Regardez n'importe quelle déesse antique, il y avait souvent cette symbole du serpent avant qu'il soit un petit peu quelque part euh, fortement marqué par le sceau du péché ou du christianisme, mais qu'on oublie qu'il était vraiment ce guide de la métamorphose pour aller justement récupérer ces parties de soi qui ne sont pas du tout évidentes. Hein. La Vénus du Scorpion, c'est une Vénus qui est en exil. Pourquoi? Parce qu'on est très loin de la Vénus en taureau
qui est cette exaltation d'Aphrodite, ou c'est même pas exaltation, mais de domicile, vous savez, d'être vraiment dans un contentement, dans un rapport à la beauté, à la tranquillité, à profiter, à cette jouissance de la sensualité, à cette jouissance aussi de la nature, d'être en vie, du corps et de tout ce que la nature va nous offrir. Alors, on pourrait se dire aussi qu'on a créé un taureau qui semble très loin de la beauté d'un taureau qu'on pourrait imaginer comme avant, c'est-à-dire le respect de la nature, le respect de la vie. On est plutôt dans un taureau, j'allais dire, qui s'est fait engloutir par un excès de matérialisme et d'attachement à des formes concrètes, bétonnées, superficielles, enfin, voilà, tout ce que vous savez peut-être de la société. Mais là, justement, il y a cette invitation à descendre dans des endroits pas confortables. Et une des visions jungiennes aussi de l'ombre, c'est l'ombre n'est pas forcément ce qui est négatif. L'ombre, c'est ce que vous avez quelque part réprimé, refoulé. Et là, ce qui est très intéressant, c'est aussi ce que collectivement, hein, on a coupé, c'est-à-dire on s'est coupé de ces déesses qui étaient à l'aise dans des espaces comme la mort, la sexualité, la transformation, la métamorphose. Et peut-être qu'on a une invitation symbolique avec Vénus en Scorpion, carré Pluton, à plonger dans ces endroits, puisque Pluton, c'est Plutus dans l'astrologie, enfin dans un de ses épithètes, et c'est la richesse cachée, et renouer avec une force, une rage, une aspiration, un désir qui est peut-être loin, j'allais dire, ou qui vient nous demander de changer nos formes sécurisées en taureau, donc la forme d'un attachement, la forme d'un travail, la forme en lien avec aussi peut-être tout simplement notre lieu de vie, peut-être la manière dont on génère des ressources. Une forme aussi à un niveau plus subtil peut-être de l'expérience taureau, c'est la forme là où on s'est contenté, vous savez, c'est pas d'une identité, mais de se sécuriser dans certaines valeurs, dans un certain rapport au monde. Quelque chose qu'on oublie beaucoup dans l'énergie du taureau, ça peut être aussi la difficulté des fois à se laisser rencontrer, à se laisser transformer par une expérience qu'on ne maîtrise pas, par cette irruption justement scorpion qui semble nous arracher à notre tranquillité, à notre confort. Et là, vous pouvez reprendre par exemple le symbolisme de Lilith, Lilith qui était une gardienne pourtant au départ avec Inanna dans la partie mésopotamienne de certains mystères aussi en lien avec l'initiation sexuelle et qui, dans la version hébraïque, refuse d'être dominée par Adam. C'est la première femme d'Adam. Elle refuse d'être dominée par lui dans la position sexuelle. Alors, certains textes vous disent elle refuse finalement le confort euh, de, d'une vie où elle serait amenée à engendrer pardon, des enfants et quelque part être sous le joug de quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de forcément, dans cet âge post-symbolique, vous pouvez faire des passerelles aussi sociétales, bien sûr, mais regardez aussi les endroits où on est soumis à la figure d'Adam, qui peut être aussi soumis au logos, soumis au mental, soumis à certaines règles. Et ce que profondément cherche Lilith, c'est aussi d'un point de vue blasphémique, puisqu'elle ose prononcer le nom de Dieu pour se libérer et qu'elle part vers l'exil et qu'elle va sur des terres arides, vers la mer Rouge, où elle s'engendre librement avec les démons. Et même quand Dieu essaye de négocier qu'elle revienne, elle préfère être exilée plutôt que de se soumettre. Donc il y a aussi quelque chose dans récupérer une insoumission, récupérer aussi dans une Vénus en Scorpion au moment de la pleine lune, c'est ce lien très organique avec la nature, très viscéral qu'on peut avoir, vous savez, où on est régi par les cycles qui vont complètement à l'encontre, j'allais dire des fois, du modèle sociétal d'efficacité, d'horaire de sommeil, d'horaire de travail. Donc il peut y avoir aussi cette revendication de certaines valeurs qui vont à l'encontre de comment, quelque part, la société même est organisée, peut aussi aller récupérer une forme de rage dans le scorpion, une rage de ce qui a été refoulé, de certains abus, de ces arrachements, de ce qui est injuste, et comment on l'utilise pour revenir dans le taureau. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'axe du taureau-scorpion, c'est que rester prisonnier du scorpion, qui peut être peut-être la, la séduction
avec le carré de Pluton, c'est-à-dire l'obsession, avoir des sentiments très négatifs qui tournent en boucle sur quelqu'un ou sur une situation. On ne peut pas rester prisonnier du monde de Xibalba, vous direz un prêtre maya que j'ai rencontré ici. Xibalba, c'est le monde des enfers pour les Mayas. C'est qu'il faut toujours remonter à la surface. Et ça, vous le voyez aussi dans le mythe de Déméter et Perséphone, où elles vont remonter à la surface, elles vont célébrer le printemps, elles vont à nouveau se sentir participer de la vie, du printemps, de la beauté, de la grâce. Elles vont retrouver l'innocence. Et d'ailleurs, même l'enfant qui pouvait être né de l'union entre Perséphone et Hadès était divin. Donc il y a cette invitation aussi à descendre, aller voir qu'est-ce qu'on avait oublié en termes de désir, où est-ce qu'on avait créé des fausses sécurités, des faux attachements, des fausses conceptions aussi peut-être de notre féminité, des fausses conceptions aussi de notre sexualité, de l'échange énergétique qu'on avait avec autrui, récupérer ces parties-là de nous-mêmes et revenir à nouveau à la surface, célébrer. Quelle est la difficulté cette semaine? C'est que dans toute cette, j'allais dire, intensité de la lumière de la pleine lune, on a aussi Mars qui s'oppose à Uranus. Donc Mars en rentre en Sagittaire mardi, la pleine lune a lieu mercredi. Et Mars en Sagittaire, c'est un Mars qui veut s'échapper du Scorpion, qui n'a pas forcément lui envie d'aller regarder ce qui dérange et qui a un sentiment d'urgence de vivre autre chose, qui a envie radicalement de s'extraire d'une situation, de faire les choses différemment, de plus être enfermé, de plus, vous savez, un Mars en Sagittaire, il veut plus aller transmuter, alchimiser, stratégiser notre vie, comprendre les mémoires, les héritages. Non, il a envie de s'échapper. Et avec Uranus, il y a souvent un sentiment d'urgence qui peut aussi provoquer une forme de radicalité, c'est-à-dire de prendre une décision radicale de s'extraire de quelque chose. La particularité de cette semaine, c'est que le point de cette opposition va être rétrogradé par Mercure la semaine prochaine ou la semaine suivante, ce qui veut dire aussi qu'on va mettre de la nuance, que, alors, bien sûr, moi je dis jamais ce qu'il faut faire, c'est pas du tout ma vision de l'astrologie, je pense que l'astrologie vous met du sens symboliquement et va résonner différemment avec chacun notre matrice de thèmes et aussi notre identification mythologique, mais qui forcément nous fait aussi rentrer dans quelque chose de très collectif. Il y a vraiment quelque chose à la jonction de l'individuel et du collectif qu'on retrouve toujours en astrologie. Mais il y a plutôt cette conscience que vient mettre Uranus en Gémeaux, que ce qui peut être pris ou ce sentiment radical cette semaine peut être nuancé, réfléchi, révisé, retravaillé, redirigé dans les semaines à venir. Mais c'est sûr que on peut sentir quelque part l'urgence, l'urgence de vouloir s'extraire, comme je vous le disais, d'un territoire scorpion qui n'est pas confortable et pourtant qui est si nécessaire si on veut, quelque part, que la forme du taureau redevienne vivante, redevienne habitée, redevienne présente. Vous savez, un peu comme s'il y a cette invitation à être tellement présent parce qu'on sait que la seconde suivante est évanescente, que tout se transforme, que rien n'est permanent. Et donc, il y a quelque chose de très bouddhiste aussi, on pourrait dire, dans le taureau. D'ailleurs, je crois que dans la tradition ésotérique, on va parler aussi de Vésac parfois, hein, du Christ et du taureau au moment de cette pleine lune. Alors, c'est pas ma spécialité, mais il y a quelque chose, en effet, d'être présent à nous-mêmes, d'être présent à ce qui est, d'être présent à la beauté et d'accepter quelque part. Pourquoi je vous dis que quelque part, on est obligé d'accepter? Parce que ce qui est refoulé, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas voir, surtout quand il y a un carré de Pluton, c'est comme si c'est quelque chose qu'on va supprimer, 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 et il va revenir comme justement pour reprendre Jung sous forme de destin. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau astrologique? C'est que toute planète, c'est-à-dire toute force archétypale qu'on n'honore pas, hein, pour reprendre un petit peu ma métaphore, c'est-à-dire qu'on a oublié de vénérer, elle va revenir sous forme de destin. Et dans ma pratique, ce que j'ai pu voir beaucoup dans la lecture des thèmes, c'est qu'elle revient souvent sous forme un petit peu caricaturale. Alors, Pluton, c'est pas une mince affaire, parce que Pluton, quelque part, on a tous collectivement, actuellement,
un lien à Pluton qui va s'exprimer de comment il semblerait avoir une force à l'œuvre, comment notre rapport au pouvoir, aux politiques, aux puissants, aux gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de richesses accumulées. Donc c'est compliqué de dialoguer avec Pluton. Pluton, à l'intérieur de nous, va nous demander de regarder notre puissance de vie, notre puissance de transformation, notre capacité à sortir du contrôle, qui est l'ombre de Pluton, pour accepter de vivre notre vie avec les lois naturelles. Et une des explications du mythe de Déméter et Perséphone, c'est que Aphrodite, trouvant Perséphone, qui s'appelait Corée avant de devenir Perséphone, trop naïve, aurait demandé à Pluton de venir la rapter pour justement rééquilibrer les choses. Et donc, c'est difficile parce qu'on ne nous demande pas non plus de sortir de l'innocence et de justement vivre en territoire scorpion où du coup on va être méfiant, on va avoir l'impression qu'il y a toujours des triangles amoureux si vous voulez prendre des relations amoureuses, qu'il y a vraiment un pouvoir qui est aux commandes et qui est en train de nous contrôler, vrai ou pas vrai, archétypalement, on est là dans le domaine de Pluton. On va être méfiant aussi de donner notre amour parce qu'on va toujours sentir que quelque part, on va nous le reprendre ou qu'il y a un prix à payer, hein. Donc, oser avec Vénus, carré Pluton, en cette pleine lune, en taureau, c'est vraiment pouvoir regarder notre puissance en termes de nous vivre, on pourrait dire, comme des enfants de la vie, comme des enfants de l'axe taureau-scorpion ou comme des êtres de l'axe taureau-scorpion dans notre capacité de nous transformer, de nous dépouiller, d'accepter de changer de forme, d'accepter aussi de nous voir comme des gardiens vraiment du taureau. Le taureau, c'est un signe qui est le gardien des forces élémentales, hein. Les forces élémentales, vous savez, c'est les forces du feu que vous retrouvez aussi dans certains enseignements plus ésotériques, hein, les salamandres dans le feu, les ondines dans l'eau, pour les éléments de la terre, les éléments aussi de l'air, et comment quelque part, ce que vous retrouvez d'ailleurs en astrologie ancienne, hein, qui est cette idée de correspondance entre le macrocosme et le microcosme, et que dans notre microcosme, on a aussi ces différents éléments. Et quelque part, notre thème de naissance va aussi nous montrer là où on a un excès d'éléments feu, ou une absence de terre, où on compense. Et comme toujours, dans cette quaternité, dans cette idée quaternaire qu'on va retrouver beaucoup chez Jung dans le mandala, hein, les quatre portes, les quatre angles aussi de l'astrologie, va nous emmener vers la complétude. Donc, dans le taureau, c'est là aussi où on cherche quelque part à se contenir pour calmer tous ces éléments à l'intérieur de nous et devenir plus complet. Mais surtout, dans l'axe initiatique du taureau, c'est devenir présent et arriver à devenir ces coupes qui nous soutiennent. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que j'avais lu ça, je crois, dans certaines versions de la quête du Graal, c'est que le roi, donc le roi, le soleil qui est malade, donc on pourrait dire aussi nos individualités qui sont malades, le soleil qui est malade, le roi qui est malade dans les chevaliers de la table ronde, c'est un symbole de la terre qui est malade. Et que quelque part, en buvant le Graal, on guérit le roi et on guérit la terre. Et là, vous retrouvez toute la symbolique, si vous voulez, plus mythologique de la croix fixe entre le taureau, le scorpion, qui est en carré au lion et au verseau. C'est-à-dire qu'en guérissant nos terres intérieures, en nous régénérant, en régénérant cette partie taureau en nous, en réveillant aussi ces mémoires des anciennes déesses, on arrive aussi quelque part peut-être à guérir le soleil, à guérir le lion, à guérir nos identités. Et si on guérit notre soleil, on guérit aussi quelque part les eaux du collectif, puisqu'on incarne le porteur d'eau qui a réconcilié la tension des opposés en nous. Donc, vous voyez que c'est hautement symbolique, hautement alchimique. Pour certains d'entre nous, ça va se jouer, tous ces personnages peuvent se jouer dans certaines relations, hein, avec voilà, l'impression qu'on va dans le scorpion parce qu'on a une intensité obsessionnelle, qu'on a une intensité vous savez, de sentiments qui sont très compliqués. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on nous a un peu privés, j'allais dire, de ces déesses de l'ombre, on ne sait pas naviguer la transformation, on ne sait pas naviguer euh, la mort, accepter quelque part que toute relation se transforme en permanence. Donc, on veut tenir dans nos sécurités, hein.
Et je trouve que c'est tellement clé parce que on nous a tellement enfin, on est tellement privé aussi de ces sécurités du taureau où on nous a tellement peut-être donné des fausses sécurités. Et la sécurité du taureau, c'est vraiment cette sécurité de la présence, de rester présent à soi, hein, et d'accepter depuis ce lieu-là que tout se transforme et que tout passe aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Je garderai pour Mercure rétrograde une autre vidéo. Donc, certains l'ont peut-être remarqué, j'ai réenregistré cette vidéo parce qu'il y avait des problèmes de son. Donc j'espère que le son sera beaucoup plus agréable. J'ai un petit micro qui normalement permet de le garantir. Je suis aussi disponible pour les révolutions solaires. Donc ça, j'oublie toujours à chaque fois de vous le dire, mais chaque mois d'anniversaire, enfin, donc, pardon, chaque année solaire, donc pour votre anniversaire, ça va se traduire en astrologie par le retour du solaire à sa position de naissance, qui ouvre un thème qu'on appelle la révolution solaire et qui, par le biais surtout de l'astrologie ancienne, de l'astrologie hellénistique, avec ce qu'on appelle les profections annuelles, la notion de Time Lord, de seigneur du temps, et l'approche jungienne, on peut vraiment regarder comment chaque année solaire vous propose une potentialité qui peut s'actualiser, qui était présente dans votre mandala de naissance, qui est le thème de naissance. Et donc, ça va vraiment permettre de mettre du sens, de voir aussi qu'est-ce qui vous guide comme énergie. Hein. Pour reprendre ce que disait Jung, l'astrologie, quelque part, elle vient aussi nous parler d'un moment synchronique, c'est-à-dire qu'elle est basée plus sur une acausalité. Hein. Elle est elle vient se refléter sur cette notion aussi d'unus mundus, c'est-à-dire le monde de l'un, que tout est lié, et elle va permettre quelque part de relier le haut et le bas, notre potentialité et ce qui peut s'accomplir, puisque le destin, quelque part, est comme s'il était dans le réservoir de l'inconscient, et qu'en dialoguant avec notre inconscient, on peut aussi, quelque part, permettre à cette trame de notre destinée de s'accomplir et aussi quelque part de la décrypter et d'y mettre du sens. Je voulais aussi vous dire que pour le cours de l'année prochaine, j'ai senti au vu de toutes les énergies actuelles de le programmer pour le mois de mars, en sachant que ceux qui s'inscrivent dès le mois de janvier, il y a en janvier-février des ateliers offerts de préparation, toujours les entretiens individuels pour pouvoir échanger, dialoguer, rendre cette aventure aussi humaine, qualitative. Donc, je vous mets le lien, je vous mets toute la description et je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.